Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Thank you so much for having us tonight. Merci de nous recevoir ce soir à l'occasion de la parution du premier volume de vos mémoires. Une terre promise qui vient de paraître aux éditions Fayard. Alors évidemment, dès les premières pages, vous précisez que vous écrivez ce livre alors que nous sommes confrontés à une pandémie mondiale, à la crise économique qui s'ensuit, mais aussi, et là je vous cite, au moment où notre démocratie semble vaciller. Que faire pour revenir à une vie qui soit fondée sur le dialogue et non plus sur la division, ici aux États-Unis? Eh bien, je crois que les résultats de la dernière élection sont un début important. Comme je l'écris dans le livre, ce pays est véritablement divisé. Cela ne date pas de Donald Trump, mais ça a certainement été accéléré par sa présidence. Je crois que Joe Biden et Kamala Harris représentent un retour à certaines normes, à certains usages de respect dans le traitement de l'opposition politique, d'obéissance à certaines pratiques institutionnelles qui sont essentielles à notre démocratie. Et je pense que cela aura un certain impact. Pour réduire les divisions qui règnent aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le monde, les récits contradictoires entre une démocratie libérale inclusive et une approche plus autoritaire, plus forte, plus tribale, plus nationaliste de la gouvernance, je pense que le combat des idées va devoir continuer et qu'il n'y aura pas de réponse unique. Il faudra plutôt un réveil de la citoyenneté. Je crois qu'un examen de la façon dont nous pensons nos démocraties et dont nous les réformons est un projet à long terme, pas un projet à court terme. Ce qui me frappe en lisant votre livre, c'est qu'il est traversé par la question que nous nous sommes tous posée. Comment, après 2 mandats de Barack Obama, arrivons-nous à Donald Trump ? Eh bien oui, c'est une question que j'ai posée dès le soir des élections en 2016. Parce que ce qui était intéressant, en fait, c'est que j'étais aussi populaire à la fin de mes mandats qu'au début de ma présidence. Quand je suis parti, j'avais une assez bonne réputation auprès du peuple américain. Le pays s'était amélioré, l'économie s'était redressée, mais ce qui était clair, c'est que les divisions dues aux réactions à la mondialisation, le fait que les habitants des zones urbaines avaient mieux réussi économiquement et avaient adopté un point de vue plus cosmopolite, le fait qu'ils acceptaient et encourageaient la diversité, tout cela a laissé à beaucoup de gens qui vivent dans des zones plus rurales, qui sont en dehors de ces courants, le sentiment d'avoir perdu leur statut. Et je pense que les médias de droite ont attisé tous ces ressentiments et ont encouragé les gens à penser qu'une certaine manière, l'Amérique dont ils se souvenaient n'existait plus. Et ça, vous savez, c'est très puissant. Une chose que j'essaie de clarifier dans le livre, c'est que le politique ne concerne pas seulement la politique. Ce n'est pas seulement une question matérielle, pas seulement une question de PIB. C'est une question d'histoire souvent concurrente pour dire qui nous sommes, ce que signifient nos vies, notre identité. Et je crois que, de fait, j'ai raconté une histoire sur qui nous étions en tant qu'Américains et ce que nous devrions défendre. Je pense que la majorité des Américains a adopté l'histoire que j'ai racontée, mais un grand nombre d'Américains ne l'a pas fait et Donald Trump a certainement reflété cela. Pourtant, vous voyez s'allumer, quand vous êtes encore président, tous les signaux d'alarme et vous les listez, page 801.
Les fausses accusations de Trump sur votre naissance, l'ascension du Tea Party, le retournement des réseaux sociaux qui avaient contribué à votre victoire. Jusqu'où étiez-vous conscient de ce qui se passait avec Trump? C'est intéressant. Si je termine ce livre comme je le fais, c'est en partie à cause du raid pour éliminer Oussama Ben Laden. Une décision, une opération très compliquée, risquée et difficile qui reflète parfaitement le gouvernement américain lorsqu'il fonctionne bien. La décision la plus risquée que vous avez prise, diriez-vous? C'était l'opération la plus risquée que j'ai menée sur le plan militaire. Et pendant ce temps-là, il y avait le cirque orchestré par Donald Trump suggérant que je n'étais pas né aux États-Unis. Le contraste entre une affaire politique très grave et le cirque de Donald Trump et le fait que même les grands médias ont considéré Trump comme étant capable d'attirer l'attention, de faire grimper l'audimat et d'obtenir des clics sur Internet, était un indicateur de cette tension dans notre vie politique. Et ça n'arrive pas qu'à nous. Je ne m'attendais pas, cependant, à ce que Donald Trump lui-même enthousiasme autant de gens. Et je dois avouer que, en partie parce que je ne regarde pas la télévision et que je ne suis pas sur les réseaux sociaux personnellement, le fait que ces théories conspirationnistes et ces idées folles aient été prises au sérieux par une grande partie de la population est quelque chose que je n'avais pas vu comme je le vois maintenant, rétrospectivement. Et c'est exactement ça qui rend le livre passionnant, cette tension entre la tragédie à l'extérieur et le comique à l'intérieur. La structure narrative de votre livre est étonnante et très réussie, parce que ça ressemble beaucoup à une série avec beaucoup de suspense, mais ça rappelle aussi un petit peu l'Odyssée d'Homère, avec cette histoire simple. Un homme part de chez lui pendant de très longues années, il ignore quand il va revenir, il doit affronter le chant des sirènes, des créatures étranges. Par exemple, un coq nain qui bombe le torse. Vous êtes pas très... vous êtes assez moqueur avec Nicolas Sarkozy, parce que le coq nain, c'est lui. Eh bien, je pense que quiconque lit le livre et ne se contente pas de regarder les gros titres le verra. J'ai en fait trouvé que le président Sarkozy était un partenaire important aux côtés d'Angela Merkel à l'époque où nous traitions beaucoup de questions difficiles. Et comme je l'ai décrit, Nicolas, c'est quelqu'un qui est constamment en mouvement, qui parlait constamment, qui aimait qu'on fasse attention à lui. Cette énergie et ce charme, lorsqu'il était associé à Angela Merkel, qui était une personne beaucoup plus sobre, réfléchie, ont en fait fini par composer une bonne combinaison. J'essaye de souligner à quel point l'Europe, en tant que partenaire des États-Unis, et cette relation transatlantique sont des choses qui me tenaient et me tiennent encore à cœur. L'une des choses qui m'ont beaucoup inquiété au cours des 4 dernières années est le degré d'affaiblissement de cette relation. Je suis confiant. Je pense que Joe Biden peut la restaurer. Mais pour revenir à votre question sur la structure narrative de mon livre, oui, il est vrai que mon but dans ce livre est d'essayer de décrire le fait que, dans une démocratie du moins, ceux d'entre nous qui accèdent à des postes de pouvoir sont encore des êtres humains, avec des craintes, des doutes, et qu'il y aura toujours un fossé entre l'image publique et la fonction présidentielle avec ses aspects iconiques. D'un côté, voler à bord d'Air Force One, les gens qui vous saluent, les sonneries de trompette, et de l'autre, le fait que je sois quelqu'un qui, jusqu'en 2008, lavait lui-même sa voiture, faisait les courses avec ses filles,
et devait s'inquiéter de payer les factures. Raconter cela me semble utile pour démystifier la fonction et expliquer que c'est un emploi et essayer de mettre à nu la nature du travail de direction d'un grand, divers et puissant pays. Parce que ce que je veux, entre autres, dire aux jeunes, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, c'est qu'eux aussi ont une voix. Lorsque je faisais des réunions publiques avec les jeunes, une des choses que j'ai essayé de leur décrire est le fait que, bon écoutez, je n'étais pas si différent de vous quand j'avais 20, 22 ans, vraiment. J'avais des opinions, des idéaux, mais je ne savais pas toujours quoi en faire. Je décris dans le livre un discours que j'ai tenu à Prague sur la dénucléarisation. Et je vois dans la foule tous ces jeunes militants. Les voir me rappellent, moi, où j'avais cet âge, plein d'impatience de changer le monde. Parce que ce que j'espère, c'est que lorsque quelqu'un lit ce livre, il comprenne que sa voix compte, que ses actions comptent, que le monde s'améliore, non pas parce qu'une personne agite une baguette magique et le rend meilleur, mais plutôt parce que collectivement nous contribuons tous à essayer de faire une différence. Vous écrivez dans ce livre que, en 2008, lorsque la campagne électorale est passée de la réalité politique à la culture populaire, vous étiez parfaitement conscient que vous commenceriez à être idéalisé beaucoup plus que vous ne le devriez. Ouais. Il y a toujours eu un débat sur la nature du leadership politique et le contraste entre le leadership charismatique et le leadership bureaucratique. À quel point voulez-vous que le chef de l'État ou du gouvernement devienne ce symbole, par opposition à quelqu'un qui ne fait que son travail? Ce qui est intéressant dans la présidence américaine, entre autres, c'est que, contrairement à certains pays comme par exemple l'Angleterre, où la reine accomplit son travail cérémonial et est le symbole du pays, et où le Premier ministre ne fait que son travail, aux États-Unis, on attend du président qu'il fasse les deux. Les fonctions ministérielles du travail, je les connaissais très bien. Les aspects cérémoniels étaient étranges, parce qu'on vous rappelle constamment qu'il y a en fait un fossé entre l'image et la réalité de l'être humain que vous êtes. C'est renforcé par l'isolement de la fonction, physiquement, la sécurité qui vous entoure, le fait que lorsque vous entrez dans une pièce, tout le monde se lève, les formalités, les protocoles, le faste. Et chaque fois que j'ai pu, comme je tentais de le décrire dans le livre, j'ai essayé de m'y adapter, mais sans l'intérioriser, parce que le danger, et je pense que ça arrive à beaucoup de dirigeants politiques, c'est qu'ils commencent... il y a une expression américaine, je n'en connais pas l'équivalent français, mais vous commencez à croire à votre propre hype, à votre propre battage médiatique. Vous commencez à vous dire « je suis vraiment fantastique, je peux vraiment pas me tromper » et quiconque me critique est soit mal informé, soit malveillant. Dans une démocratie, il faut faire attention à ne pas glisser dans ce genre d'état d'esprit. Vous devez vous rappeler que vous occupez ce poste parce que les électeurs vous y ont placé et qu'ils ont également le droit de vous démettre. Et une des bonnes façons de s'en souvenir, c'est, écrivez-vous à plusieurs reprises, c'est de lire. C'est la culture. C'est un formidable éloge de la littérature, ce livre également. J'aimerais vous montrer, Barack Obama, Monsieur le Président, quelques images. Il s'agit de la grande romancière américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature, extraordinairement populaire en France. Des images juste avant sa disparition en 2019 et elle parlait de vous à ce moment-là.
Je l'ai trouvé si intelligent, si fort face à une opposition très déterminée. Politiquement, à la Chambre des représentants et au Sénat. On a eu des présidents malins, des présidents puissants, mais aucun ne m'a jamais donné l'impression d'être si profondément intelligent et humain. Il sait tout. Enfin, les quelques fois où je me suis trouvée en sa compagnie. Il est très au-dessus de qui que ce soit d'autre, mais pas de façon arrogante ou hautaine. Il s'intéresse tout simplement à tout. Et quand j'y pense, je peux vous dire que cela n'a pas toujours été le cas. J'ai eu le grand privilège de fréquenter Toni Morrison. L'un des avantages d'être président, c'est que vous rencontrez des gens que vous avez idolâtrés. J'ai lu pour la première fois le chant de Salomon, Sula et L'œil le plus bleu, certains de ses premiers ouvrages, lorsque j'étais encore à l'université. Et je lui ai dit, quand je l'ai rencontrée, qu'elle est quelqu'un qui m'a aidé à apprendre à écrire. Je n'ai pas suivi de cours d'écriture créative, ni appris à écrire de manière formelle. J'ai appris par la lecture et ses livres, qui étaient une université où apprendre à s'exprimer et à décrire de belle façon les questions humaines les plus fondamentales. C'était une grande joie de faire sa connaissance. Elle venait parfois dîner dans un cadre décontracté et nous racontait des histoires. Ce qui était merveilleux chez Toni, c'est qu'elle était à la fois majestueuse, mais aussi espiègle et assez drôle. Elle avait un rire merveilleux et un sens de l'humour extraordinaire. Je suis très touché par ce qu'elle a dit. Je pense qu'une partie de ce qu'elle a vu en moi et peut-être qu'il y a des aspects d'une sensibilité littéraire que j'ai apportée à la présidence. Quels aspects, précisément? Je pense que la bonne littérature vous sort de vous-même et elle vous met à la place de personnes dont la vie est totalement différente de la vôtre. Et c'est ainsi que vous découvrez qui vous êtes réellement. Et je crois que parfois la politique peut faire la même chose. Elle prend des gens d'horizons très différents et elle dit « Vous savez quoi? Il y a en fait un fil conducteur entre vous tous, ici, qui est que nous avons tous nos histoires personnelles, mais nous avons aussi une histoire commune à raconter. Qui nous sommes en tant que peuple? Ce qui est important? Quelles sont nos valeurs? Et ce qui vaut la peine que l'on prenne des risques. » Alors j'essaye dans ce livre, même lorsque je parle de mes adversaires, j'essaye de comprendre ce qu'ils pensent. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec eux, mais... Et là, on revient à l'une des premières questions que vous avez posées. C'est une des façons de sortir de l'impasse et des conflits que nous voyons, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde occidental, dans le monde entier. C'est pouvoir regarder l'autre d'une manière qui reconnaisse son humanité et ses intérêts. Et ça, nous ne le faisons pas assez. Nous sommes devenus une culture beaucoup plus visuelle, qui pense en termes de spectacle, de bruit, de conflit, parce que ça fait toujours de la bonne télévision.
Alors que, bon, soyons réalistes, le débat, l'empathie, l'écoute ne sont pas toujours aussi passionnants à la télévision. Ça dépend. En tout cas, sur Internet, ça n'attire pas autant de clics. Et je pense que c'est l'une des choses pour lesquelles... Écoutez, parfois on me critiquait parce que j'étais trop professoral, que je prenais trop de temps pour expliquer les choses, les décrire. Même votre épouse, dans le livre, dit ça, en effet. Ouais, elle me dit, allez, vite, vite. Michel me dit parfois, les gens veulent pas entendre tout ça, tu sais, mais vas-y, dis-leur, voici ce que nous allons faire. J'aimerais revenir à la littérature, aux romans de Toni Morrison, mais aussi à ceux de Colson Whitehead ou Jesmyn Ward, dont vous avez dit publiquement que la lecture vous avait impressionné. Ils interrogent tous la question raciale. Qu'avez-vous appris ou découvert en les lisant? Car, page 113 de votre livre, vous écrivez qu'un de vos défis était de débarrasser l'Amérique de son passé racial. Mais est-ce que c'est seulement possible? Je pense que c'est possible. Je ne crois pas qu'on peut résoudre un problème en prétendant qu'il n'existe pas. Un des débats qui fait rage en Amérique est de savoir comment surmonter notre fossé racial. Il y a ceux qui disent « oublions le passé, regardons simplement vers l'avenir ». Le problème, bien sûr, c'est que l'esclavage, la ségrégation, les lois Jim Crow, ce ne sont pas des choses que l'on peut simplement prétendre n'avoir jamais existé, parce qu'elles continuent d'avoir une énorme influence aujourd'hui. Il y a des raisons pour lesquelles il existe d'énormes écarts de richesse et de revenus, de niveau d'éducation et de santé, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Nous sommes en pleine pandémie et les taux de mortalité sont nettement plus élevés chez les Noirs et les gens de couleur aux États-Unis. Ce qui peut s'expliquer en grande partie par le fait qu'ils ne sont pas en aussi bonne santé au départ parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas le même accès à une bonne alimentation et à des soins de santé de qualité et qu'ils vivent dans des endroits où, sur le plan environnemental, il y a plus de polluants et de toxines. Et tout ça remonte au passé. Je pense que le pouvoir d'un écrivain comme Toni Morrison est de fouiller ce passé pour nous permettre de le regarder d'une manière honnête, qui nous libère, qui nous permet d'aller de l'avant, parce que nous en aurons tenu compte. Nous avons assumé ce passé. Et je pense que, tout comme l'Allemagne ne pouvait réussir sans regarder de près ce qui s'était passé pendant l'ère nazie, et qu'elle l'assume, tout comme l'Afrique du Sud a dû passer par un processus de réconciliation et de vérité. Les États-Unis d'Amérique doivent encore travailler davantage sur ces questions. Comment faire cela? C'est aussi ce que j'aborde entre autres dans ce livre. Je pense qu'il faut reconnaître que beaucoup d'Américains blancs réagissent mal si on leur dit qu'ils sont coupables des injustices commises il y a 50 ou 100 ans. Je pense qu'il y a une tendance à dire « Attendez, minute, ma famille n'était pas impliquée là-dedans, ou ça s'est produit dans le temps, et pourquoi vous m'accusez moi de racisme ?» Une partie de ce que j'essaye de faire dans ce livre, et que j'essaye de faire aussi pendant ma présidence, est d'expliquer cela, en partie parce que dans ma propre famille, il y a des Américains blancs. La famille de ma mère est représentative de ces Américains blancs de la classe moyenne qui avaient de merveilleux instincts, mais aussi des préjugés. Elle est née dans le Kansas. Oui, elle est née dans le Kansas. Et mes grands-parents, je décris ma grand-mère qui a été aussi très importante dans ma vie. Elle en a vraiment été le socle. Mais quand ma mère est arrivée pour la première fois à la maison avec mon père, elle n'était pas vraiment ravie, car pour elle,
Ça sentait le gros problème. C'était en 1960 ou 61. Vous voyez, je crois qu'il est important de ne pas simplement essayer de définir les questions de race en tant que victime et coupable, mais plutôt que dire que c'est une situation humaine. Nous devons voir l'humanité de ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie raciale, ainsi que l'humanité de ceux qui ont souffert de préjugés et de sectarisme, et être capable de les voir comme des personnes entières, avec des bons et des mauvais côtés. Nous avons tous la responsabilité d'aller de l'avant sur un chemin meilleur que celui du passé. Aujourd'hui, que diriez-vous en quelques mots au jeune garçon de 25 ans qui débarquait d'Hawaï à Chicago avec, je vous cite, ses rêves confus et idéalistes? Est-ce que vous lui diriez par exemple cette phrase très forte que je trouve, par exemple, page 555, « Quoi que tu fasses, ce ne sera pas assez, mais essaye quand même ». J'ai utilisé ce monologue intérieur le soir où j'ai reçu le prix Nobel de la paix, ce qui, comme je l'ai écrit, me semblait prématuré. J'étais flatté, honoré, mais je pensais que je n'en avais pas encore fait suffisamment pour le justifier. Je crois que c'était de la part du comité Nobel un prix d'encouragement. Et j'espérais pouvoir tenir mes promesses sur de nombreux sujets, comme la non-prolifération nucléaire, le changement climatique et la paix au Moyen-Orient. Cette phrase que vous citez, je regardais cette rue pleine de gens qui avaient allumé des bougies. Ça fait partie de la tradition du prix Nobel. Quand on le remporte, les gens se rassemblent sous la fenêtre de l'hôtel où vous séjournez pour envoyer un message vous honorant. En les regardant, je me suis dit, puis-je être à la hauteur de ces attentes ? Je pensais au fait que je venais de donner l'ordre d'envoyer un renfort de troupes en Afghanistan. Il y avait une ironie entre le fait que je sois président en temps de guerre et que je reçoive ce prix de la paix. Et là, j'ai compris que tout ce que je pouvais faire n'allait pas suffire. Mais l'acte d'essayer, l'effort pour pousser le pays dans une direction plus juste, plus égale. Pour que certaines personnes aient des soins de santé, même si ça ne pouvait pas marcher pour tout le monde. Pour que certaines personnes sortent de la pauvreté, même si ce n'était pas tout le monde. Cet effort en vaut la peine. Alors, au jeune homme que j'étais, je dirais que l'effort en vaut la peine. Tu seras déçu, tu endureras des critiques, certaines justes, d'autres non. Mais quelle aventure qu'essayer de rendre le monde meilleur. Quelle est l'alternative ? Courir après l'argent ? Ne penser qu'à soi ? Cela me semble être une vie bien solitaire. C'est là une bien piètre ambition. La possibilité de pouvoir changer la vie de quelqu'un et d'améliorer son existence, quel pouvoir que celui-là. Dernière question. En ces temps troublés, quel est selon vous le rôle de l'écrivain ? Le rôle de l'écrivain. Je crois que chaque écrivain a plus que tout la responsabilité envers lui-même de dire la vérité telle qu'il la voit. Et ce qui ressort de cela, c'est un sentiment de reconnaissance partagée, car malgré toutes nos différences de langue, de culture, de coutumes, de couleur de peau, il y a ce fait fondamental que nous rappelle l'écrivain. Nous naissons et nous mourrons. Et au cours de cette vie, nous allons connaître la joie et la douleur. Aucun d'entre nous ne peut être certain du sens de sa vie.
Mais que ce soit par souci de l'autre, grâce à l'humour, ou à la perspicacité philosophique, nous essayons de façonner un sens à partir de cela. Ce que ce livre reflète, c'est ma conclusion, c'est que pendant ce voyage, si j'ai fait du bien dans ma vie, si elle a un sens, c'est grâce au travail que j'ai accompli pour aider les autres, à l'amour que j'ai ressenti pour ma famille et mes amis, et à l'intégrité avec laquelle j'ai essayé de vivre. Chaque écrivain racontera une histoire différente, dans un style différent. Mais s'il a du succès, c'est parce qu'il aura permis au lecteur de toucher de près à ce sens de l'émerveillement et du mystère qui caractérise notre passage sur Terre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère poursuivre cette conversation quand paraîtra le 2e tome de vos mémoires. Une terre promise de Barack Obama. Le livre vient de paraître aujourd'hui et c'est aux éditions Fayard. Oh yeah, great. Yeah. Thank you so much. Thank you.